Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science, où nous allons maintenant attaquer les méthodes de déduction. Alors, la première méthode de déduction, la méthode de raisonnement, pardon, la première méthode de raisonnement qui vient à l'esprit, c'est la déduction. Celle-ci part d'hypothèses pour arriver à des conclusions en utilisant des inférences logiques strictes. L'exemple simple que nous connaissons, que nous avons vu avec Aristote, est le syllogisme. Avec l'exemple, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Les mathématiques se sont fortement développées, en particulier autour de la logique, au 19e et 20e siècle, avec l'apparition de la logique formelle qui a codifié de manière précise les mécanismes de la logique. Cela aboutit à différentes logiques selon les inférences logiques qu'on utilise, selon les axiomes logiques qu'on utilise, comme la logique dite orthodoxe, la logique floue, la logique modale, la logique quantique et bien d'autres. Si ces différentes logiques sont utiles en mathématiques et parfois dans quelques cas en physique, à part quelques exceptions, ce qui est utilisé en physique, c'est la logique orthodoxe, l'habituelle, celle des syllogismes, et on utilise également des raisonnements du premier et du second ordre. Les raisonnements du second ordre font intervenir des variables avec des quantificateurs, comme pour tout x, on a ceci, où il existe x tel que, etc. On utilise une série de raisonnements mathématiques comme les raisonnements par récurrence ou les raisonnements par l'absurde. C'est-à-dire qu'on considère l'hypothèse comme fausse, on effectue un raisonnement, on aboutit à une contradiction, ce qui prouve en fait que l'hypothèse était bien vraie. En général, quand en physique on emploie de tels raisonnements de manière rigoureuse, ils ne sont pas contestés. On part de phénomènes et on voudrait construire une théorie. On va partir d'un certain nombre d'hypothèses sur les mécanismes qui sont en jeu. À l'aide de la déduction, on en tire des conséquences que l'on peut vérifier. Si les vérifications sont en désaccord avec l'observation, en désaccord avec les conséquences des hypothèses, alors les hypothèses sont réfutées, ou tout au moins une des hypothèses. Si le résultat est OK, correct, alors l'hypothèse est renforcée. Les hypothèses sont renforcées, mais jamais prouvées. Si on effectue ainsi un grand nombre de vérifications, cela apporte une grande solidité aux hypothèses qui ont été posées. Il se dégage un consensus pour dire « Ok, c'est bon, jusqu'à preuve du contraire ». L'autre mode de raisonnement, très rencontré en physique, est l'induction. L'induction consiste à partir de cas singuliers qui sont observés, éventuellement avec certains raisonnements, et une généralisation. Ce processus d'induction est tout à fait naturel, très ancien, et il est difficilement contournable. Par exemple, l'observation de la chute des pommes, du mouvement des astres, du mouvement d'un boulet de canon, permet de retrouver les lois de Newton. L'induction conduit alors à dire on le généralise à tous les corps massifs, même ceux pour lesquels on n'a pas fait des observations. On considère la loi comme universelle, la théorie de la gravitation universelle. On n'imagine pas qu'on puisse faire autrement, parce qu'on est incapable de vérifier les lois de la gravitation sur tous les objets de tout l'univers. Comment aller observer la chute d'un caillou sur une planète située à 1 milliard d'années-lumière?
Nous sommes donc bien obligés de passer par l'induction. Et on considère le résultat comme correct et universel jusqu'à preuve du contraire, comme pour la déduction. Il faut être conscient des limites de l'induction. Un exemple bien connu est celui de la lumière. Par le passé, les seuls phénomènes oscillants qui étaient connus, le son, les vagues, les oscillations d'une corde, tous ces phénomènes oscillatoires étaient de nature mécanique, des vibrations mécaniques d'un milieu, d'un support. Donc il était un peu normal, quand on a compris que la lumière était également ondulatoire, il était assez normal d'en induire qu'elle était la manifestation d'une vibration d'un milieu appelé éther luminifère. C'était tout à fait naturel. Il a fallu 2 siècles d'expérience pour en arriver à la constatation qu'on arrivait à des propriétés contradictoires pour l'éther, ce qui invalidait son existence, et que de plus, il n'était pas essentiel à la description du phénomène physique, la lumière. C'est l'arrivée, au final, de la relativité restreinte. On peut dire que ça a été le coup de grâce de l'éther luminifère. On pourrait critiquer ça et dire quelle idée ils ont eu, quelle erreur. Mais non, c'était tout à fait naturel. Et comme on l'a dit, l'induction, on ne peut pas s'en passer. Le processus est normal. Tout processus de recherche se fait par essai et erreur, par échec et réussite. Et de plus, cela mène à un grand nombre d'expériences. Toutes les expériences qui ont été faites sur la lumière nous ont énormément appris sur les phénomènes physiques. Donc c'est la façon normale de progresser. Il faut juste être conscient que un résultat obtenu par induction, à un moment donné, peut s'avérer faux. Notons que l'induction est typiquement un raisonnement bayésien, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire utilisant des probabilités conditionnelles. Si on observe un phénomène très fréquent et toujours vérifié, alors son universalité est probable. Reprenons nos pommes et nos boulets de canon. J'observe une pomme tomber. J'observe une poire tomber. J'observe une orange tomber. C'est toujours la même chose. Dans tous les cas, un caillou tombe, une branche tombe. Je peux facilement en déduire que c'est toujours le cas. Il est peu probable que les carottes, elles s'envolent. Mais ça reste subjectif comme constatation. Parce que la probabilité conditionnelle n'est pas calculable, pour la bonne raison que il y a une part d'inconnu, et c'est dans cette partie d'inconnu que l'on risque de rencontrer des exceptions. Et puisque c'est inconnu, on ne peut pas estimer avec quelle probabilité on peut faire confiance à une induction. Tout au plus peut-on dire, c'est fréquent, on fait confiance pour le moment. Les exemples d'induction sont très très nombreux en science. On a cité le cas de Kepler, qui de l'étude de Mars, on a induit les orbites des autres planètes. Un autre exemple, c'est l'étude du spectre des atomes. Le spectre lumineux des atomes. Chaque matière, lorsqu'elle est chauffée, excitée, émet de la lumière, et des atomes bien précis émettent une lumière bien précise. Par exemple, le sodium, lorsqu'il est chauffé, émet une lumière orange vif. Et si on regarde tous les atomes de sodium, on peut en trouver des milliards sur Terre, tous émettent la même lumière. Donc, on en a inféré qu'il en était de même dans le Soleil, puis dans les étoiles, puis dans les galaxies. Et ça s'est avéré très utile. Les spectres observés sont bien ceux qu'on observe sur Terre, et cela permet d'en déduire la composition chimique des étoiles, des galaxies. Mieux que cela, c'est en observant le spectre du Soleil qu'on découvrit un spectre inhabituel,
et qu'on en déduisit l'existence d'un nouvel élément chimique, l'hélium, dont le nom vient de Hélios, soleil, et c'est en le cherchant sur Terre qu'on confirma son existence. Donc les processus d'induction sont utiles, très fréquents. Mais il faut toujours faire attention aux exceptions. Il faut toujours les garder en tête. Par exemple, si je regarde des moineaux, des hirondelles, des mouettes, je vais en déduire les oiseaux volent. Et on sait bien qu'il y a des exceptions. Les autruches, les manchots. Les exceptions sont toujours utiles. Par exemple, quand on a observé les anomalies dans le mouvement d'Uranus, l'étude des perturbations a conduit à la découverte de la planète Neptune. Quand on a découvert les anomalies dans le mouvement de Mercure, on en a déduit dans l'existence d'une planète appelée Vulcain qui n'a jamais été trouvée. Cette fois, l'exception invalidait l'induction, la loi générale. Et cela a conduit à la relativité générale. Notons que ces exceptions n'invalident pas le processus d'induction, mais il en fixe les limites. Comme j'ai dit, on ne peut pas observer les chutes de tous les cailloux de tout l'univers, mais on peut étendre cela et repousser les limites que l'induction a permis d'atteindre. Et on peut toujours formuler des lois en disant « Ceci est toujours valide, sauf les oiseaux volent toujours, sauf les autruches et les manchots. » Et si on est amené à remettre en cause une théorie, l'ancienne reste utile, parce qu'elle est souvent plus facile, plus simple, et applicable de toute façon dans presque tous les cas. On utilise toujours la théorie newtonienne, et il ne viendrait jamais à l'idée à quelqu'un de calculer la trajectoire d'un boulet de canon en utilisant la relativité générale. Ce serait vraiment se compliquer la vie pour rien. De même qu'on peut généralement dire « Oh mais les oiseaux ça vole », en sachant, ben, attention, de temps en temps il y a des exceptions, mais en général on peut le supposer. Notons que l'induction pure, donc construire toute la physique par induction, par observation des phénomènes et généralisation, est un idéal qui a surtout eu cours au XIXe siècle. Mais il s'est avéré insuffisant. Il faut forcément, à certains moments, poser des hypothèses et utiliser la déduction. L'histoire a montré qu'on ne pouvait pas s'en passer. Mais les deux se marient très bien. L'induction conduit à des exceptions, des hypothèses concernant ces exceptions qui peuvent faire l'objet de déduction. La déduction peut aboutir à un raisonnement qui peut être généralisé et donc donner lieu à une induction. Les deux fonctionnent très bien ensemble. Et quand on travaille sur une théorie physique, une nouvelle théorie, tout l'art de savoir jongler entre déduction et induction. Mais il faut toujours être prudent. En particulier, on ne peut pas faire que de la déduction. Parce qu'il faut bien partir de l'expérience, le monde que l'on essaie d'expliquer, les phénomènes physiques que l'on essaie d'expliquer. Donc, une induction est nécessaire au départ. On ne peut pas faire que des hypothèses et des raisonnements sans jamais se préoccuper du monde réel. Les déductions doivent toujours être rigoureuses, faire appel aux mathématiques. Et l'induction elle-même, si on peut s'en passer et on ne s'en passe pas, ne peut pas être sauvage. Si je vois un ballon rouge, je ne vais pas en déduire que tous les ballons sont rouges. Si je vois un mouton noir dans une prairie, je ne vais pas en déduire que tous les moutons sont noirs.
ce n'est que si je vois un seul mouton blanc, que je ne connais pas les moutons, je ne peux pas non plus en inférer qu'ils sont tous blancs. Je dis, ah, les moutons peuvent être blancs. Si je rencontre 20 moutons, 30, 50 moutons à des tas d'endroits différents et qui sont toujours blancs, là, je pourrais en induire, les moutons sont blancs. Et si de temps en temps, il m'arrive d'en voir un noir, je pourrais dire, les moutons sont blancs, sauf exception. Voilà pour la déduction et l'induction. Il existe d'autres méthodes de raisonnement et dans la prochaine vidéo, nous verrons l'abduction. Je vous remercie.